Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de faire passer la philo après un champion, un négociateur, des entrepreneurs stars. C'est peut-être ça l'enjeu. C'est le moment où on parle de philosophie allemande. Vous êtes heureux d'être resté jusque-là. Vous pensez à l'apéro, c'est formidable, c'est fantastique, c'est très confortable comme situation pour moi. Alors, avant toute chose, moi, je ne vais pas seulement vous parler en tant qu'auteur ou en tant que philosophe, mais je vais employer une autre casquette, celle de directrice d'école. J'ai fondé 4 écoles Montessori, une crèche, bientôt un collège. Et être directrice de tous ces établissements, c'est peut-être avoir les futurs champions de demain, avoir les entrepreneurs stars de demain dans ces ambiances, avoir parfois besoin de négocier d'une manière presque aussi difficile, un enfant de maternelle et pas simple comme négociateur. Mais surtout, c'est faire face à des parents extrêmement angoissés, extrêmement stressés, qui ont un souci, un questionnement permanent. Est-ce que mon enfant avance? Est-ce que mon enfant saura lire un jour? Est-ce qu'il va apprendre à compter? Est-ce qu'il va avoir de bons résultats? Et surtout, comme ça m'est arrivé une fois, avec un papa qui venait inscrire dans mon établissement un enfant de 4 ans, est-ce que mon fils pourra quand même faire Polytechnique? Donc autant dire que la question de la performance, la question du stress, elle est présente. Elle est infiniment présente et elle est présente non seulement chez les parents, évidemment, dans ce souci de est-ce que je prends les bonnes décisions, est-ce que je fais les bons choix pour mes enfants. Elle est présente chez les enfants qui très tôt sont déjà stressés, doivent déjà faire face à des emplois du temps un peu insensés, à l'atelier cirque le mercredi, puis juste après l'atelier d'anglais, puis juste après, il faut quand même faire tous les devoirs. Donc le stress chez les parents, chez les enfants, et puis le stress chez nous. Parce que non seulement les parents nous confient ce qu'ils ont de plus précieux, mais surtout, en plus de tout, dans des écoles Montessori, ils nous le confient en payant, avec la responsabilité que ça suppose. Et en plus de tout, on a la responsabilité des générations à venir. Donc je peux vous dire que le stress, tous les matins, est bien présent. Et surtout, pour moi, d'un point de vue philosophique, ça me permet une chose fantastique, c'est de me poser justement la question, quelle vision? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle vision de l'éducation on va porter? Surtout quand on décide de créer une école, de fonder une école. Quand on décide, moi j'ai fait que du public, de la maternelle au doctorat, et je suis extrêmement attachée à l'école de la République. Donc quand on décide de faire autrement, la question de quelle vision je décide de porter, elle est encore plus présente. Dans quelle société en fait, à quelle société ces enfants vont appartenir? Quels adultes de demain ils vont devenir? Alors évidemment, pour répondre à ces questions vertigineuses, là forcément, c'est essayer, rater, essayer encore, rater mieux, évidemment. Mais c'est aussi essayer de faire quelques constats. Et pour moi, faire quelques constats, c'est être épaulé par ce que j'ai de plus cher et de plus aidant. Ce sont quelques philosophes à mes côtés pour m'aider à réfléchir. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hartmut Rosa. Je vous ai dit qu'il y avait des philosophes allemands, que c'était l'heure. Hartmut Rosa est un philosophe contemporain. Vous avez de la chance, je n'ai pas cité Emmanuel Kant ni Hegel. J'ai été aimable ce soir. Hartmut Rosa fait un constat. Il explique que s'il y a une chose qu'on retiendra de notre modernité, une seule chose, c'est l'accélération permanente. Dans 200 ans, dans des livres, s'il en reste, si on peut définir la société dans laquelle on vit, ce ne sera pas la technologie, ce ne sera pas l'individualisme, ce sera l'accélération permanente du temps. Tout va plus vite dans toutes les sphères. On mange plus vite, on travaille plus vite, on séduit plus vite. Tout s'accélère. La communication, on est dans un rapport d'immédiateté. Et Hartmut Rosa dit cette accélération, c'est juste un constat en fait. Il ne s'agit pas juste de déconstruire le système, c'est comme ça. On est dans une société qui accélère. Et sans doute que dans votre journée, vous l'avez vécu. Le problème de l'accélération, exactement comme le problème du stress ou comme le problème de la performance, c'est que évidemment que ça peut être positif. Accélérer,
C'est fantastique, ça nous permet de faire des choix, de trancher, de décider autrement. Ça nous permet aussi d'être challengé. Ça nous permet de répondre à des exigences d'une bonne manière. Sauf que quand ça va trop vite, eh bien on est pétrifié. Et le constat d'Hartmut Rosa, c'est qu'à force d'accélération du temps, on finit par être une société totalement pétrifiée. On a tellement de choses à faire, tellement de sujets, tellement de stimuli, tellement de textos auxquels on doit répondre, tellement de notifications, tellement de trucs, qu'on ne sait plus par où commencer. Et on ne sait tellement plus par où commencer qu'on finit par être totalement pétrifié et sec. Et vraiment, il y a cette idée d'être sec qu'utilise Hartmut Rosa. Alors bon, je pourrais m'arrêter là. Voilà, il me reste 4 minutes. On peut passer 4 minutes de silence pour un pied de nez à l'accélération du temps. C'est assez tragique comme pensée. Fort heureusement, Hartmut Rosa va nous proposer un autre concept. Et encore une fois, il ne s'agit pas de tout déconstruire, il s'agit d'interroger. C'est l'avantage de la philosophie. Et Hartmut Rosa nous propose, dans un second livre qui s'appelle « Résonance », un autre regard. Alors, qu'est-ce que la résonance pour Hartmut Rosa ? Il imagine que nous avons tous en nous une sorte de corde vibratoire. Et que cette corde, elle s'active à certains moments de notre vie. La résonance, elle peut avoir lieu, selon Rosa, selon 3 axes. D'abord, la résonance horizontale. Quiconque a déjà bu un café avec quelqu'un qu'il aime bien, que ce soit quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps ou quelqu'un qui vient de rencontrer, et sort de ce café en se disant « Putain, j'aime bien, il s'est passé un truc là, j'aime bien cette personne ». Là, c'est une résonance horizontale. La résonance horizontale, c'est aussi la personne qui va regarder, je ne sais pas, son bébé et qui va se sentir en dialogue avec lui, quoi. Il y a une résonance. La résonance horizontale, c'est aussi quand de temps en temps, il y a des moments de grâce dans des salles de classe ou dans des salles de conférence et qu'on a un peu l'impression quand même qu'il se passe un truc. On vibre. C'est pas si commun, c'est pas si courant en fait, de se dire il s'est passé quelque chose, je ne suis pas restée hermétique. Pour Rosa, il y a aussi la résonance, après horizontale, verticale. Je vois que la salle est attentive, c'est un moment de grâce. La résonance verticale, qu'est-ce que c'est ? C'est, je sais pas, quand on se balade au bord de la mer, près de l'océan, qu'on a l'impression que l'océan dialogue avec nous. Quand on se balade en forêt, vous choisissez si vous êtes plutôt forêt, montagne ou plutôt mer, vous adaptez les exemples. Là, il se passe aussi quelque chose. Quand on est dans un concert et qu'on chante à l'unisson ou qu'on est au Parc des Princes ou à l'Olympique de Marseille, là aussi, on a l'impression qu'on vibre, pas avec un individu, pas juste avec une salle, mais ok, je suis en dialogue avec les choses autour de moi. Et puis le dernier type de résonance, c'est la résonance, c'est l'axe diagonal, horizontal, vertical, diagonal. C'est quand on a l'impression, en fait, d'appartenir à quelque chose. Donc, par exemple, il donne le très bel exemple de quand on fait du pain ou quand on répare. On a l'impression d'être en résonance avec la matière parce qu'à la fois, on est en train de faire quelque chose et on est en train de dialoguer avec notre pâte qu'on est en train de pétrir, mais on est aussi en train de se relier à ce geste ancestral qui nous précède et qui sans doute nous survivra. Et donc Hartmut Rosa donne l'exemple de ces 3 types de résonances qui sont parfois extrêmement positives, qui peuvent aussi être parfois des résonances négatives. Il donne l'exemple des attentats, des moments d'urgence, que ce soit le 11 septembre, que ce soit le Bataclan, où tout d'un coup on est capable de parler à des gens dans la rue, de faire des gestes de courage insensés, parce qu'on est en résonance avec ce faire société qui tout d'un coup réagit. Et donc la question ouverte d'Hartmut Rosa, c'est de se dire la résonance, on ne peut pas la dialectiser, on ne peut pas la commander, on ne peut pas dire attends, putain, là, à 20h12, je vais avoir un moment de résonance. On ne peut pas se mettre une notification. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Quand ça arrive, c'est beau. Quand ça n'arrive pas, tant pis. Et la question, c'est de se dire est-ce qu'on se laisse dans notre vie avoir des moments de résonance ? Et c'est là où ça devient pas seulement un enjeu
pour gérer notre stress, pas seulement un enjeu pour permettre à nos équipes de gérer leur stress, pas seulement un enjeu pour les générations à venir, ça devient un enjeu de société. Et Arnaud nous a dit qu'il fallait des questions ouvertes, donc je terminerai pile mon temps imparti sur est-ce que vous avez des moments, est-ce que vous laissez la possibilité d'avoir des moments de résonance dans votre vie. Merci. Merci beaucoup Marie. Merci. Hop, première question. Merci infiniment. Vous avez évoqué le fait que vous dirigiez des écoles. Moi, il se trouve que je travaille dans une association qui accompagne de nouveaux enseignants qui vont aller enseigner en éducation prioritaire et qu'on parle beaucoup du mal-être des enseignants. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour travailler cette question du bien-être? Parce qu'on en a parlé effectivement dans le cadre de l'entreprise. Quand on est dans une entreprise qu'on peut manager, on a un pouvoir sur la manière dont on gère le bien-être de ses salariés, mais quand on est dans une institution, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, et on ne mesure pas à quel point c'est un travail solitaire, à quel point le mal-être des enseignants il est multiple, hein, non seulement sur la reconnaissance, mais sur la difficulté à pratiquer comme on l'entend, surtout. Donc, parmi les conseils possibles, alors au-delà de créer des réseaux de profs, d'essayer de s'entourer, d'essayer, et je le dis d'autant plus que moi j'accueille plein de profs du public. Donc, s'ils veulent des outils, venir voir, passer du temps, vraiment qu'ils n'hésitent pas, qu'ils recréent en fait un écosystème autour d'eux qu'on n'a pas la chance d'avoir quand on est prof, mais surtout, qu'ils se fassent confiance, profondément confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, à partir du moment où on rentre dans une salle, où on est en charge d'une transmission, bien de toute façon, qu'on a, comme nous l'a dit Camille, qu'on a travaillé, qu'on s'est entraîné, parce que quand on est prof aussi, on passe pas mal de temps à s'entraîner. Au moment où on rentre dans la salle, on essaye juste de donner le meilleur. Alors, il y a des cours qui se passent super bien et on en sort en se disant « ça y est, j'ai transmis quelque chose ». Il y a des cours, c'est franchement plus compliqué et là, c'est un gros boulot d'humilité. Mais essayer au maximum de se faire confiance, de construire leur confiance, parce que le problème, c'est que la confiance ne viendra pas de quelqu'un d'autre, ni la légitimité. Souvent, voilà, on n'est pas du tout entouré. Merci. Merci. Moi, j'avais une question par rapport aux parents stressés qui viennent pour leurs enfants. Est-ce que les enfants, justement, je ne sais pas trop mon délire, mais est-ce que les enfants sont plus touchés par le stress ou justement arrivent à s'en détacher? C'est terrible. Sincèrement, je ne veux pas du tout culpabiliser les parents parce que, évidemment, quand on est parent, bien entendu qu'on est stressé parce qu'on veut souvent, c'est un stress qui part d'une question de vouloir donner le meilleur à ses enfants. Simplement, le problème, c'est que souvent, le stress est interprété par l'enfant comme un manque de confiance. J'ai pas beaucoup, je n'aime pas donner des conseils en parentalité, je trouve ça absolument insupportable et surtout il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y a juste la méthode qui fait sens dans sa famille, dans ses convictions, dans ses croyances, dans sa culture. Mais s'il y a quand même un truc, ça fait écho à ce que je viens de répondre, c'est juste regarder ses enfants avec un regard de confiance en fait. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a quand même pas beaucoup d'enfants qui n'ont pas appris à lire, pas beaucoup d'enfants qui n'ont pas fini par marcher. Il n'y a pas tant d'enfants que ça, d'ailleurs c'est ce que j'ai répondu à Sper, peut-être que votre fils ne fera pas Polytechnique, qu'il ouvrira une boutique de surf au Chili, mais peut-être qu'il ira bien. Et surtout, on va tout faire pour. Donc être capable vraiment, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les enfants sont des éponges, sont très très impactés par tout le stress, non seulement de leurs parents, mais de la société, des événements, de ce qu'ils entendent, de ce qui... voilà. Je n'ai jamais vu... Ça fait plus de 15 ans que j'enseigne. Je n'ai jamais vu une génération aussi angoissée par l'écologie, par la politique, par l'avenir, par le couple, le travail. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point... alors, chez les plus ils grandissent, hein, chez les jeunes enfants, c'est très marqué. Chez les primaires aussi. Alors là, les ados, là, j'en parle même pas. À quel point, en fait, on ne leur a pas donné de récit d'avenir. Vraiment, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point on ne leur raconte pas beaucoup de choses
positive en fait, et que du coup, bah, à quoi bon pour se taper Parcoursup en long, en large, en travers, où on ne comprend pas la plateforme, ni prof, ni parents, ni élèves. Enfin, pourquoi faire? Donc attention, bien sûr que, encore une fois, voilà, ça part d'un truc positif, mais attention à ce qu'on dit et à ce qu'on raconte. L'apéro sous le rooftop commence à se faire attendre, c'est ça? Ils vivent un moment de résonance. Il y a une question juste. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir, pardon, je ne voyais pas. J'avais quand même envie de ne pas rester sur votre question sans rouverture. J'ai pas de réponse, mais en tout cas de re-question vers vous. Ouais. En tout cas, je m'appelle Nicolas Fabricant, je suis RH chez L'Oréal. La question de la résonance, pour moi, elle est très importante, puisque moi j'ai fait en fait plus de 10 ans de violon quand j'étais enfant, et donc ces questions, en tout cas de vibration, en plus avec l'instrument, ça évoque beaucoup de choses pour moi sur la sensibilité, en tout cas, surtout dans une fonction RH, auprès des gens et de la responsabilité qu'on a en tout cas de travailler avec eux dans un écosystème de plus en plus complexe. J'ai envie de vous poser cette question justement de qu'est-ce qu'on peut faire, quelles conditions, quels ingrédients, en tout cas on peut chacun d'entre nous mettre en place pour accentuer ou libérer davantage en tout cas cette vibration, cette résonance dans nos équipes ou les gens avec qui on travaille. Alors, j'aurais pas, merci pour votre question, j'aurais pas de méthode toute faite, mais j'aurais peut-être une double réponse. Déjà, on le voit bien, la question de la résonance, c'est la question d'arriver à restaurer des instants de temps longs. Que ce soit sur des projets, que ce soit sur des réunions, que ce soit sur des discussions, que ce soit sur de la réflexion. La résonance ne peut pas se commander. Donc si dans nos manières justement de consacrer le temps dans nos équipes, il n'y a jamais de temps long, c'est très compliqué. La deuxième chose, Céline l'a évoqué, c'est quand même passer du temps ensemble en fait. C'est se connaître. Parce que quand je vous donnais mon premier exemple de résonance en partageant un café, encore faut-il le prendre ce café. Encore faut-il être capable d'être face à face, de prendre ce temps-là. Donc il y a vraiment remettre, alors certes ça ne veut pas dire ne pas céder aux exigences de l'entreprise, aux exigences encore une fois de la performance quantitative qui est réelle, qui existe et qu'il ne s'agit pas de détourner, mais c'est juste se dire est-ce que ces espaces-là on les a. L'autre jour, j'ai donné une conférence sur les émotions en ligne pour la CAF. Ouais, je peux vous raconter plein d'autres anecdotes de ma vie assez passionnantes. Et donc tout d'un coup, la conférence se termine, quelqu'un prend le micro. Alors, faire une conférence sur Google Teams quand toutes les caméras sont fermées, il faut y aller pour avoir de la résonance. Il faut vraiment y être. Je parle à mon hortensia séchée, généralement, qui est derrière ma webcam. Bon, et puis tout d'un coup, quelqu'un réouvre sa caméra et dit... C'était pour une équipe, une équipe de 25 personnes. Et dit, voilà, merci Marie d'avoir évoqué la question des émotions, parce qu'en fait, je voulais vous dire, ma mère est morte il y a 15 jours. Ce que je vis est terrible. Je suis complètement en deuil. Je n'ai pas trouvé le moyen de vous le dire. Bon, alors là, les caméras se rallument. Mais comment ça, Sandrine? Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Mais pourquoi tu ne nous l'as pas écrit? Mais pourquoi tu ne l'as pas formulé? Et en fait, elle dit, mais en fait, à aucun moment, je me sentais de commencer ma visio en disant, oui, pardon, je voulais vous dire, ma mère est morte, je suis en deuil, je suis en pleine douleur. Et en fait, tout d'un coup, la situation est devenue insensée, parce que les autres étaient à la fois blessés, choqués, se sentaient culpabilisés. Bon, donc l'idée, évidemment, au-delà de la résonance, c'est de se dire, mais en fait, que tous ces temps... informel, que tous ces moments de partage, que tous ces temps où on n'est pas juste dans le faire, et pas parce qu'on fait rien, mais parce que la visée n'est pas le faire, nous permet justement de pouvoir laisser jaillir un moment où là j'ai quelque chose à dire, et je m'autorise à le dire parce que je sens que j'ai cet espace. Donc c'est vraiment un rapport à l'espace et au temps, sans doute, qui permettent
d'accueillir un peu plus facilement ces instants de résonance et de les laisser jaillir ou non. Merci. On a le temps pour une dernière question. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup d'avoir parlé d'Armut Ressa. Et puis, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont pu témoigner ce soir, en tout cas, moi, j'ai ressenti la résonance par rapport à un mot-clé qui est la confiance. Et du coup, est-ce qu'il y a des philosophes peut-être qui peuvent nous apporter des éclairages sur la confiance? Comment cultiver la confiance? Tellement, tellement que j'aurais du mal à vous répondre. Ou un seul au moins. En tout cas, alors, je vais faire une réponse indirecte. Pas tellement sur la confiance, mais la confiance, Céline nous l'a dit, elle engage l'autre profondément. En fait, l'objet de la confiance, c'est l'autre. Et évidemment, il y a un philosophe que j'adore, que je pourrais citer toute la journée, qui est Emmanuel Lévinas, et qui nous dit... je est un autre, je me connais en acceptant l'altérité, en fait, en acceptant de regarder l'autre. Et quand je le regarde vraiment, quand je suis plongée dans son visage, je me sens responsable de lui. Et au fond, la question de la confiance, elle est aussi dans la question de se regarder, accepter l'altérité, accepter que parfois l'autre est vraiment gonflant, accepter qu'il nous questionne, accepter qu'il nous dérange, mais accepter qu'on va faire ensemble. Se sentir s'être suffisamment regardé, s'être senti suffisamment responsable pour se dire ok, on va faire intelligence commune. Et je crois que c'est ça la confiance. La confiance, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir meilleurs amis, qu'on va tous passer des heures. Ça veut dire que juste on va accepter d'avoir ce terrain commun qui nous lie et d'aller ensemble quelque part. Et je crois que cette idée de l'altérité, elle est particulièrement nécessaire dans la société dans laquelle on vit. Merci. Merci beaucoup Marie.